Bonjour, mesdames, messieurs. Je m'appelle Larry Lederman, au nom du Centre de recherche pour le développement international du Canada et le Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale. Je vous souhaite tous la bienvenue. Je suis enchanté de voir un si grand nombre de gens assemblés à cette réunion commanditée par le CRDI et le Centre d'innovation, et nous sommes reconnaissants au CRDI qui est notre hôte cet après-midi. J'aimerais aussi reconnaître certains invités aujourd'hui. L'ambassadeur de l'Italie, son Excellence Gian Lorenzo Cornavo, l'ambassadeur de la Suisse, son Excellence Dave Nobbs, l'ambassadeur du Bénin, Komlan Pamphile Kutonji, and representatives from the embassies of Spain, France, et des représentants des ambassades de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Russie, de l'Italie, bien sûr. Nous avons également parmi nous cet après-midi quelques anciens ambassadeurs canadiens, l'ambassadeur aux États américains, la Costa Rica et le Chili, l'ancien ambassadeur Craig McDonald en Finlande, l'ancien ambassadeur en Suisse, Robert Colette. Et je suis aussi enchanté de pouvoir souhaiter la bienvenue de l'École Norman Patterson des Affaires internationales de l'Université Carleton, et le dernier non le moindre. C'est un grand plaisir pour moi de reconnaître la présence parmi nous de l'honorable Francesco Lamerica, membre du Parlement italien, représentant l'Amérique du Nord et du Centre. Mesdames et messieurs, j'ai donc maintenant le plaisir d'inviter le directeur du programme économique mondial, le Dr Domenico Lombardi, de prononcer quelques mots. Merci beaucoup et merci d'être avec nous, vous tous. J'ai cru offrir quelques remarques expliquant ce que nous faisons au CG et comment cela peut être utile et pertinent aussi pour le sous-secrétaire et le travail fait par vos collègues au ministère des Affaires étrangères à Rome. CG a été établi comme un partenariat public et privé il y a environ 15 ans. À un moment, un donateur privé, Jim Basile, cofondateur de BlackBerry, a fait équipe avec le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario pour établir ce centre CG, ce qui est aujourd'hui CG. Et comme beaucoup d'autres groupes de réflexion, CG diffère de ceux-ci à deux égards. Tout d'abord, le CG place un accent unique sur la gouvernance. Beaucoup des enjeux que vous allez soulever, Monsieur le sous-secrétaire, le Brexit, le futur de l'Union européenne, les problèmes de migration, la crise des réfugiés, etc., parlent justement de l'interaction entre facteurs politiques et économiques d'une part et, bien sûr, des questions touchant la gouvernance d'autre part. Et le deuxième aspect, c'est le fait que nous sommes un établissement canadien, domicilié en Ontario, mais nous avons une portée mondiale avec des projets de recherche en cours, une présence érudite et des partenaires dans toutes les régions du monde, y compris l'Europe, Monsieur le sénateur, et donc l'Italie. En partenant de partenaires, je veux reconnaître l'École internationale d'affaires de Norman Patterson et son professeur directeur avec lequel nous organisons ces événements. Et je veux aussi reconnaître le CRDI, ami de longue date de CG, avec qui nous avons été en partenaire sur plusieurs projets. Et sans vous tirer le tapis sous les pieds, je sais que le CG a travaillé depuis plus de 4 ans sur des questions de migration, d'intégration et des aspects que le sous-secrétaire toucha dans ses remarques. Alors, je m'arrête là. Et, Monsieur le sénateur, je vous cède la parole. Merci d'être avec nous aujourd'hui. You stole my role. Bon, vous voulez me voler mon rôle. Un plaisir pour moi de demander le président du Centre de recherche pour le développement international, Dr Jean Lebel, de présenter notre invité d'honneur. Merci, Jean.
Merci, Larry. Thank you, Larry. Merci, Larry. Je changeais mes notes pour dire merci, Domenico, mais bon, voilà, tu es revenu. Mes gens ont toujours raison. Ils écrivent des topos pour moi. Vos excellences, les invités, ambassadeur Cornado de l'Italie et le sénateur de la Vedova. Merci. Bienvenue au Centre de recherche en développement international. Nous avons un grand plaisir aujourd'hui d'être co-autres de cet événement avec CG, le Centre de gouvernance internationale et d'innovation. Bon, Centre de gouvernance et d'innovation, Domenico, merci. Et donc, mes remerciements à votre président et toujours un ami du CRD qui a déjà été vice-président chez MU et a déjà été mon patron, ma patronne pendant des années ici. Bon, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez venir me voir. Je veux aussi vous remercier le Centre des études européennes de l'Université Carleton et de nombreuses personnes ici impliquées dans ces dossiers, dont plusieurs de l'Université Carleton. Il y a des écouteurs disponibles à l'arrière pour ceux qui ont besoin d'interprétation d'une langue à l'autre. Je vais parler français et anglais. L'Union européenne est à la croisée des chemins. Ses États membres font face à une longue liste d'enjeux, notamment une reprise économique relativement fragile, conflits à leur porte et afflux migratoires, comme on l'a vu au cours des derniers mois de la dernière année. Et face à tout ça, on doit aussi penser si on peut dire, pour couronner le tout, le 23 juin prochain, les citoyens britanniques devront décider par référendum si leur pays doit ou non rester membre de l'Union européenne, le Brexit. Et ça, c'est un enjeu de taille. L'avenir de l'Union européenne est important pour les Européens, les Canadiens, mais aussi pour les pays en voie de développement, notre principal auditoire au CRDI. Collectivement, l'Union européenne et ses États membres sont les donateurs les plus importants d'aide au développement officiel dans le monde. En 2014, cela a fait 58,2 millions d'euros, 84 milliards de dollars canadiens, une contribution importante pour améliorer la vie des gens et bien sûr alimente les débats sur le futur de l'Europe et de son union. L'Europe a surtout été à l'avant-scène de la crise des réfugiés alors que des millions fuient les conflits en Syrie et ailleurs dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Ici au Canada, nous sommes fiers de souhaiter la bienvenue à plus de 25 000 réfugiés syriens depuis le mois de novembre passé, mais ce n'est rien à comparer à ce que j'ai témoigné en Europe au mois de novembre alors que je visitais la Suède, les Pays-Bas, la Norvège, de même que la France. Et notamment en Suède et en Norvège, j'ai été vraiment étonné par le grand nombre de gens qui arrivaient quotidiennement dans le pays. Je ne connais pas les statistiques en Italie, mais je sais que cela crée d'immenses pressions dans tous ces pays. L'année passée, on a estimé que c'est plus d'1 million de gens qui ont traversé les frontières, plus que ça en Europe. Et ça, ce n'est qu'une petite fraction de la crise de la migration. Hier, nous avons eu un atelier ici même avec des experts. On parle de 60 millions de gens dans le monde. 60 millions de gens partout le monde qui sont soit déplacés dans leur propre pays, ils sont des réfugiés ou qui n'ont aucun statut juridique, ils sont apatrides ou ils demandent l'asile à quelque part. Ça, c'est les chiffres de 2014. Alors, imaginez-vous, le chiffre de 2015 sera publié par les Nations Unies bientôt. Le chiffre sera en augmentation. La situation en Europe se voit ailleurs aussi. Nous mettons l'accent sur l'Europe aujourd'hui, mais il s'agit de quelque chose d'important. Alors, chez nous, au CRDI, nous contribuerons, comme Domenico le mentionnait, à la recherche sur les divers aspects de la migration et leurs incidences sur les divers pays. En ce moment, je peux vous dire que nous menons un aperçu très opportun sur la situation au Liban et en Jordanie avec les réfugiés syriens. Si vous êtes familier de la chose, c'est presque 40% de la population au Liban maintenant qui est constituée de réfugiés syriens, ce qui crée un fardeau absolument incroyable sur le système d'éducation, santé, l'eau, etc. Ces gens-là ne sont pas dans des camps. Ils vivent dans des appartements où se mêlent à la population générale.
et nous contribuons à quelques petites ressources intellectuelles en convenant des gens de la région pour trouver des solutions. Nous regardons également l'éducation ouverte. Comment prendre soin de la moitié de la population de ces réfugiés, savoir les gens âgés de 16 ans et moins, mais qui ne peuvent pas fréquenter l'école. On parle là de 250 000 enfants n'ayant plus accès à l'école. Si nous ne trouvons pas de solution maintenant, ces citoyens de l'avenir n'auront pas d'éducation. Quel sera cet avenir pour eux? Cela aura une incidence sur l'Europe et sur le Canada et dans le monde entier. La crise des réfugiés est complexe. Il s'agit de l'un des enjeux auxquels l'Union européenne fait face. Le sénateur nous en parlera. Je crois que le sénateur Benedetto della Vedova, et excusez-moi si erreur de prononciation, est un invité exceptionnel car c'est un politicien de grande expérience et qui a aussi été commentateur dans un grand nombre de médias en Italie. Il sert en ce moment comme sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et de coopération internationale. Et parmi ses responsabilités figure la relation avec les pays de l'Asie-Pacifique, le Canada, le Mexique, avec une attention particulière sur l'internationalisation des sociétés italiennes, des questions économiques et financières, notamment la relation au G8 et au mécanisme des G8 et du G20, bien connu par Domenico. Mais non seulement est-il sous-secrétaire, il a déjà été membre du Parlement européen de 1999 à 2004, où il a servi sur plusieurs comités, dont celui sur les affaires économiques et monétaires, sur l'industrie, la recherche et l'énergie, et le comité sur la relation avec la communauté du Sud-Est asiatique et notamment les pays de l'Asie-Pacifique. Finalement, c'est aussi un chercheur, a servi de tel à l'institution Marconi, ainsi que l'Institut de recherche Lombardi et l'Università Cattolica de Milan dans des recherches d'économie, l'énergie et l'agriculture. Et je ne peux pas songer à une meilleure personne pour nous parler aujourd'hui de cet enjeu du Brexit, de la migration et de la sécurité en Europe. Monsieur le sénateur, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous et de vous souhaiter la bienvenue conjointement avec le CG et avec l'Université Carleton. Si vous voulez bien maintenant venir au podium, et merci beaucoup pour votre présence parmi nous. Thank you very much. Merci beaucoup pour cette aimable invitation. C'est un grand honneur pour moi d'être ici cet après-midi. Je vais aller direct au but. La récupération économique est fragile et les conflits s'étendent près des frontières extérieures avec un grand flot de migrants qui fuient les zones de guerre et de difficultés économiques et la menace extérieure constitue une menace importante au projet européen. L'opinion publique dans l'Union européenne sont moins enchantées de reconnaître les avantages et les mérites de cette union. Des mouvements nationalistes et populistes montent en force dans de nombreux États européens, qu'ils soient dans l'eurozone ou non. Alors que la gauche traditionnelle et la droite traditionnelle constituent un partage moins pertinent, l'opposition entre les gagnants et les perdants de la mondialisation, ceux qui pensent en termes ouverts et ceux qui pensent en termes resserrés ou restreints. Le populisme, donc, est alimenté par ceux qui n'ont pas d'emploi et des craintes de l'influx de migrants avec la menace capitaliste, ce qui détériore la perception publique que nos vies, notre style de vie est maintenant risqué. La rhétorique populaire alimente cette fureur. Dans ce contexte difficile, le référendum sur le Brexit apparaît comme la preuve définitive que l'Europe est faible à un moment même où les pays
pour essayer d'arrêter le Brexit, l'Union européenne s'est négocié un compromis quand même insatisfaisant pour certains en Grande-Bretagne, mais qui a ouvert la possibilité que d'autres États membres demandent aussi un traitement différencié, quel que soit le résultat du référendum en Grande-Bretagne, lequel référendum a un résultat incertain. À mon avis, l'Union européenne a été trop généreuse dans ses négociations avec M. Cameron et en fait, le référendum, ultimement, n'est pas une question de peaufiner l'implication du Royaume-Uni au sein de l'Union, mais plutôt un choix fondamental entre rester ou demeurer dans l'Union. Il est peu probable que tout compromis réalisable pourrait persuader ceux qui sont sceptiques face à l'Union de demeurer dans celle-ci. Si la majorité des électeurs du Royaume-Uni décident de quitter l'Union le 23 juin, les conséquences seront ressenties partout dans le continent européen. Mais comme le FMI l'a signalé, la sortie poserait aussi de grands défis pour le Royaume-Uni. Quelle serait la prochaine étape après le Brexit pour l'Écosse, l'Irlande du Nord, où les liens avec l'Union européenne sont plus forts? Le débat en Angleterre aujourd'hui est centré autour du besoin de gagner plus de contrôle au niveau national. Mais quel degré de contrôle faut-il rechercher comme un seul pays parmi plusieurs en Europe, même un grand pays, sur des problèmes qui aujourd'hui sont de portée mondiale? Prenons la migration, par exemple. Un défi mondial et de longue durée. L'Italie a fait face à ces problèmes depuis ses débuts et elle a été seule à proposer une réponse européenne commune jusqu'à ce que le flux sur la voie migratoire des Balkans en 2015 ont mené à une décision courageuse politique de la part de la chancelière Merkel. Aujourd'hui, alors que l'aide humanitaire constitue une priorité, et que l'Italie a pu sauver environ 150 000 vies de gens en péril dans la Méditerranée au cours de 2015, une politique de réfugiés basée sur les valeurs partagées par l'Europe post-guerre et sur la démographie qui est là est nécessaire pour faire face à une tendance qui semble vouloir durer encore plusieurs décennies. L'Union européenne a entrepris donc une révision de ses politiques de migration pour faire la promotion d'une plus grande intégration avec les États membres sur la base de responsabilités partagées et d'une plus grande solidarité. Le programme de migration européen est une stratégie exhaustive tenant en ligne de compte et les dimensions internes et les dimensions externes de la migration. Pour ce qui est des relations extérieures, coopérer avec des pays tiers au sujet de l'origine et du déplacement de ces flux migratoires est la clé pour faire face aux causes ultimes de ce phénomène. L'entente récente avec la Turquie fait partie d'une approche adoptée par l'Union européenne pour faire face aux défis et l'Italie l'appuie. Mais il faut dire que la coopération avec la Turquie peut sauver seule le problème. De plus en plus, les migrants prennent la route par le centre de la Méditerranée et arrivent en Italie par mer. Et ce flux a augmenté de 25 % cette année, depuis le début de l'année. Si on bloque une voie, à travers les Balkans, par la Turquie, la Grèce et les pays balkans, les réfugiés contourneront, passeront en Afrique du Nord et passeront la Méditerranée. Je veux remercier ici vos remarques au sujet de la Syrie et du Liban et de la Jordanie. Nous partageons là un engagement commun d'essayer d'éviter une génération perdue de jeunes réfugiés, perdus notamment en matière d'éducation, n'est-ce pas? Et il nous faut donc redoubler d'efforts pour fournir une éducation pour cette jeune génération de déplacés, dont plusieurs sont des enfants de gens déjà bien éduqués eux-mêmes. Qui possèdent des diplômes universitaires, entre autres. Alors,
Maintenant, ils n'ont aucune scolarité. C'est un grand risque pour l'avenir parce qu'ils vont essayer d'atteindre l'Europe, évidemment, mais sans scolarité, il est très difficile de trouver un emploi. Et l'éducation est centrale. Le gouvernement italien, donc, propose de contribuer à la stratégie de l'Union européenne pour qu'on prenne des actions externes sur la migration. Ce que l'on a proposé la semaine dernière fait l'objet de discussions, de même que d'autres propositions, mais c'est ce qui se fait maintenant à la Commission européenne. Alors, il s'agit d'évaluer les résultats d'un sommet de novembre dernier et essentiellement traite de la collaboration avec les pays d'origine et de transition en Afrique. La stratégie repose sur des projets d'investissement de l'Union européenne pour faciliter l'accès des pays africains au marché financier et permettre des débouchés pour les migrants d'une part et d'autre part en assurant plus de contrôles frontaliers. Tout cela financé par des ententes sur la migration dans l'Union européenne. Si nous voulons demander l'aide et la collaboration pour assurer la sécurité des frontières et permettre l'admission au pays, parce que c'est facile d'arriver en Europe, mais il est très difficile pour nous de renvoyer les gens qui n'ont pas le droit de rester à titre de réfugiés et pour des fins humanitaires en Europe. Il faut pouvoir compter sur la collaboration des autres pays pour qu'on puisse les renvoyer. Mais pour obtenir cette collaboration, il faut donner quand même de l'aide au développement, à la sécurité et ainsi de suite. Pour ce qui est de la dimension internationale, nous voulons nous concentrer maintenant sur un système d'asile européen afin qu'il y ait plus de solidarité entre les États membres et plus de protection pour ceux qui sont en quête d'asile. Maintenant, pour ce qui est de la soi-disant règle de Dublin, si vous êtes un État membre et que vous avez droit à l'asile, à un refuge, selon les normes européennes, vous recevez l'asile dans l'État où vous arrivez, mais vous devez rester dans cet État. Si vous arrivez en Italie, vous avez l'asile des instances italiennes, mais vous ne pouvez plus aller en Allemagne, en France, en Irlande ou en Autriche. Il faut rester en Italie ou en Grèce. Et la plupart des gens qui arrivent en Grèce ou en Italie voulaient arriver en Europe et leur objectif vraiment était l'Allemagne pour la plupart ou la France pour trouver de la parenté ou des amis. Alors, il faut les garder prisonniers en Italie, même s'ils sont réfugiés. Ils ont droit à la protection humanitaire, mais ils sont obligés d'y rester. Et ça, c'est un gros problème parce qu'ils le savent et quand ils voient la côte, le littoral de l'Italie, la première chose qu'ils se disent, c'est « Bon, je me suis sauvé la vie, mais maintenant, il faut que je fasse tout en mon possible pour ne pas être inscrit en Italie si l'objectif visé était un autre État membre de l'Union européenne. » La nouvelle Commission a fait des propositions aux États membres le 6 avril avec deux options distinctes. D'abord, une progressive et une plus normative relativement aux règles de Dublin. Les objectifs d'Italie sont de sauver Schengen, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de frontières entre les États de l'Union européenne qui font partie de l'entente Schengen. Ce ne sont pas tous les États de l'Union européenne qui sont signataires de Schengen, mais l'Italie, la Slovénie et l'Autriche
l'ont fait. Donc, il n'y a pas de frontière entre ces pays, vraiment. Et ça, c'est très important pour le libre mouvement de la population, mais aussi pour l'économie. Les objectifs de l'Italie, donc, sont de sauver Schengen et contrer la construction de murs sur les frontières, comme entre l'Italie et l'Autriche, et de réformer la règle de Dublin, qui dit que Bon, je viens de vous l'expliquer, alors je ne vais pas répéter. Une grande part des migrants viennent de pays subsahariens. La stabilisation de la Libye est une grande priorité pour mon gouvernement et cruciale à bien des égards. Et comme je l'ai dit avant, la sécurité des frontières est-européennes de la Turquie, entre autres, est une belle réalisation et ça semble bien fonctionner jusqu'à maintenant. Mais, bien sûr, la plupart de ces gens vont trouver un autre moyen d'atteindre l'Europe. Et la Libye, jusqu'à il y a quelques semaines, n'était pas un couloir libre pour ceux qui font le trafic des humains qui viennent du Moyen-Orient, du Pakistan, du Bangladesh ou de l'Afghanistan. Mais la plupart venaient de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique subsaharienne. Alors, ces trafiquants, finalement, passaient par la Libye librement pour ensuite arriver à des embarcations pour atteindre la côte de la Sicile ou de l'Italie. L'établissement à Tripoli, cette entente sous la direction de M. al-Sarraj a vraiment changé la situation et l'Italie a travaillé très fort et est heureuse de ce développement. Le ministre des Affaires étrangères l'a dit. On ne savait pas encore, il y a à peine 2 mois, que le ministre des Affaires étrangères de l'Italie ou d'un autre pays européen puisse se rendre à Tripoli en toute sécurité. Mais ça s'est fait et c'est donc une grande amélioration. Ce n'est pas assez, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction. Ce n'est qu'un premier pas qui aborde les causes profondes des flux de migration et donc les politiques de réinstallation gagnent du rythme et on reconnaît le rôle du Canada et sa grande solidarité puisqu'il a accueilli dernièrement environ 25 000 réfugiés syriens. L'exemple du Canada est imité en Europe. L'Italie a réinstallé plus de 2000 personnes. Bien sûr, nous recevons 150 000 réfugiés chaque année, mais nous avons réinstallé plus de 2000 personnes, surtout des réfugiés syriens, avant la fin de 2017. Et nous allons mettre à l'essai de nouvelles solutions comme le projet des couloirs humains et accueillerons 1000 réfugiés et des personnes vulnérables surtout, impliquant directement la société civile. Ces couloirs humains, comme vous le savez, cela veut dire qu'on va chercher les gens directement en Syrie ou au Liban ou en Jordanie et on les amène en sécurité en Europe. Et dans ce cas-ci, en Italie, sans attendre qu'ils prennent la route des Balkans ou la Méditerranée pour arriver sur nos côtes. Alors, la situation en Syrie demeure bien difficile. 18 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire, dont 13,5 millions se trouvent en Syrie et 4,5 millions sont au Liban et en Jordanie. Donc, notre engagement sur le front humanitaire vise aussi à offrir de l'éducation, de la scolarité pour les réfugiés au Liban, entre autres, mais politiquement aussi, il faut noter que la polarisation n'est pas un résultat souhaitable. Quelques mots sur la sécurité.
Une Europe unie saura offrir la sécurité à ses citoyens et la protéger des menaces internes et externes. Il faut trouver moyen de surmonter les obstacles actuels. Il faut s'imaginer ensemble comment assurer notre sécurité, notre défense. Le moment est venu pour l'Union d'évoluer ensemble et de développer une stratégie vraiment européenne. L'Union européenne a des politiques de sécurité et mon ancien patron aussi travaille à cette stratégie qui sera soumise au Conseil européen en juin. Et cela vise à assurer la coexistence des non-musulmans et des musulmans et à éliminer la radicalisation des musulmans et à les prévenir leur attrait vers les djihadistes. Tout cela doit reposer sur les valeurs des projets européens. La xénophobie et la haine ne peuvent être utilisées que par les terroristes. Nous avons besoin de collaboration entre les agences du renseignement. En fin de compte, le poids de l'Union européenne repose sur ses valeurs et son potentiel de croissance et de prospérité. Les investissements, les emplois, la compétitivité doivent demeurer une priorité pour l'Union européenne. Dans la zone euro, l'Union monétaire est blâmée pour les problèmes monétaires. Mais en réalité, les mesures extraordinaires qui ont été prises appuient, supportent la zone euro. Et ce que ne pourrait pas faire une banque centrale à elle seule. Mais du côté financier, des efforts mieux coordonnés, un partage des risques seront nécessaires. C'est pourquoi le gouvernement italien, qui est en train d'effectuer de grandes réformes, vient de proposer un agenda politique pour l'Union européenne qui vise à renforcer son potentiel de croissance en améliorant sa souplesse et en assurant un meilleur partage de risques entre les États membres. La réforme structurelle en veillant à de l'investissement et à la protection du marché du travail et du marché interne. Tout cela fait partie de cette politique. Nous mettons l'accent également sur l'innovation qui saura créer des emplois pour l'avenir dans l'Union. Nous aussi voulons proposer un mécanisme qui créera de l'emploi et du travail et qui aidera à atténuer les chocs. Une capacité financière donc adaptée à la promotion des investissements. Cette fonction pourrait être gérée par un système financier de l'Union européenne reposant également à la Commission européenne, un ministre des Finances de la zone euro. Le gouvernement italien fait sa part et a adopté donc des réformes importantes conçues pour améliorer le climat des affaires, pour accélérer la justice financière, rationaliser la bureaucratie, consolider le système bancaire et enfin améliorer la stabilité politique. Enfin, nous avons adopté un projet de loi de réforme constitutionnelle qui fera l'objet d'un référendum en octobre. C'est la première réforme constitutionnelle exhaustive qui a eu lieu après 70 ans de République de l'Italie. Et c'est donc très important. Et donc, les Italo-Canadiens vont voter également là-dessus pour la première fois pour cette nouvelle constitution. Donc, c'est une réforme très importante parce que cela fait partie de l'ensemble pour retrouver la compétitivité pour l'économie italienne, c'est-à-dire que l'économie italienne sera plus stable. Nous sommes sur la bonne voie. Nous aurons un gouvernement plus stable, un milieu politique plus prévisible. Je suis fière de dire que nous avons beaucoup de ressources dans mon pays et comme je l'ai déjà dit, les exportations, même pendant
la crise des 5 dernières années, les exportations de l'Italie ont augmenté au même rythme que les exportations de l'Allemagne, qui sont un point de repère dans l'économie européenne. Alors, cela témoigne de la compétitivité de notre secteur de l'exportation. Bien sûr, il faut rétablir la croissance à l'échelle intérieure si nous voulons avoir une croissance raisonnable, c'est-à-dire de 1,5 ou 2 % en 2016. La croissance du PNB en Italie sera de 1,2 à 1,5 %. Tout dépend des facteurs externes qui sont la Chine, les prix du pétrole. Nous sommes de nouveau sur la bonne voie, mais nous avons vraiment agi vite pour la réforme. Alors, en conclusion, nous devrions savoir ce qui est en jeu vraiment. Nous avons besoin de plus d'Europe et non pas de moins. Nous avons besoin d'une union réformée, une communauté véritable qui amènera prospérité, sécurité et la paix plutôt que des gouvernements nationaux qui sèment la crainte simplement pour avoir de l'appui électoral. L'Union européenne doit assurer la paix pour plusieurs décennies en Europe. Et moi, je pense que si le projet de l'Union européenne ne réussit pas, et je suis certain qu'il réussira, mais si jamais ça devait échouer, le risque est que l'Europe reculera de 70 ans. Et il y a 70 ans, avant le projet de l'Union européenne, l'Europe n'était pas un lieu sûr. Les États européens se battaient les uns contre les autres et je parle de l'Europe de mon père, non pas de mon grand-père. Alors, les risques de ces attitudes nationalistes des États européens existent toujours et c'est l'une des raisons qui pousse les gens comme moi à lutter pour le projet de l'Union européenne. Nous avons besoin d'une meilleure Union européenne, bien sûr, moins de bureaucratie, moins de complications, plus de simplification, mais au niveau national en même temps et au niveau européen aussi. Et ça, c'est la différence. Au Royaume-Uni, des États européens divisés ne seront pas plus forts. Mon bon ami Emma Benino disait qu'on peut diviser les États membres de l'Europe en deux catégories. Les États membres, les nations qui sont trop petites pour survivre dans le monde à elles seules, et les États donc qui sont trop petits, et puis les États qui n'ont pas encore compris qu'ils sont trop petits. Une réponse nationaliste n'arrivera pas à relever les défis de l'heure et n'assureront pas non plus la paix pour demain. L'Europe est plus forte que nous, les Européens, le croyons parfois. Et je pense que dans le monde, à commencer par des pays similaires à celui du Canada, des amis, nous avons besoin d'une Europe plus unifiée, tant à l'échelle politique qu'à l'échelle économique. Merci de votre attention et j'ai hâte de répondre à vos questions. Merci. L'interprète est désolé, mais notre bien-aimé hôte ne parle pas dans un micro. Alors, le directeur des études de divers parties du monde, l'interprète n'a pas saisi.
Monsieur le secrétaire, sous-secrétaire, quel tour de force face à ces divers défis auxquels l'Europe fait face? Je suis sûr que notre auditoire aura beaucoup de questions pour vous. Je suggère qu'on en prenne 3 ou 4. Et puisque nous avons tant d'invités distingués qui eux-mêmes ont beaucoup à dire, puis-je vous demander d'être très bref dans l'élaboration de votre question? Oui. Les réponses aussi, oui, bien sûr. Alors, veuillez vous présenter et vous pointer un micro, s'il vous plaît. La séance étant enregistrée. Je suis sous-secrétaire de l'ambassadrice. Perfect Italian. Récemment, je vu à Ottawa votre collègue, l'ancien sous-ministre de la Défense de la Pologne, qui a répété que le flanc sud, comme on l'appelle, de l'OTAN est moins important que le flanc est, c'est-à-dire celui qui est face à la Russie. Et j'aimerais vous demander si le point de vue italien est différent, puisque l'Italie est sur le flanc sud de l'OTAN, bien sûr. Donc, quelle est la position italienne sur la chose et la position de son point de vue sur ce qui va se passer après le sommet de Varsovie? Alors, quelques autres questions d'abord. Merci. En anthropologie culturelle, si on pense aux 30 à 40 prochaines années, si je peux me permettre de le dire, historiquement, des gens à l'esprit historique qui se rappellent les 3e et 4e siècles de notre ère pourraient se demander ce qui pourrait arriver quand on songe aux mouvements de population qui ont lieu à cette époque. Mouvement qui a mené à la chute totale de l'Empire romain, 456. Et quand on songe aux mouvements nationalistes qui existent maintenant, et ces mouvements populistes, eh bien voilà, pensons-y. Qu'en pensez-vous? Et vous, monsieur? Ma question est en rapport avec les migrations ayant lieu dans le monde aujourd'hui et qui semblent vouloir perdurer. Étant donné ces flux dont on s'attend, comment voyez-vous l'avenir de l'Europe? Est-ce que l'Europe sera multiculturelle? Est-ce que vous pensez que les valeurs européennes, telles que traditionnellement comprises, soient minées par les arrivants? Alors peut-être ces 3 questions, monsieur le sous-secrétaire. Merci beaucoup. Bon, au sujet de l'OTAN, la position italienne, bien sûr, est One or second position. Il n'y a pas de priorité entre l'Est et le Sud, les flancs Est ou Sud. Il faut s'occuper des deux, et bien entendu, nous avons tâché de faire comprendre clairement, et ça l'est devenu, qu'il nous faut sécuriser notre frontière au Sud aussi, car la menace principale vient de l'instabilité à la frontière méditerranéenne de l'Union européenne. L'OTAN lui-même opère dans la mer Égée pour sauver des vies. Notons-le, c'est une contribution importante. Les 2e et 3e questions touchent la migration. Et je vais donc vous demander après
exactly which kind of advice we can Quel genre give from the... de conseils on devrait retirer de l'histoire de la chute de l'Empire romain? One is clear that Mais un point est clair, les gens se déplacent. in the next 30 years, Dans les African population, 30 années devant nous, la population de l'Afrique doublera. 2050, En 2050, Nigeria le Nigeria sera le troisième pays du monde après l'Inde et la Chine. Là, c'est l'Indonésie, là. we have to focus on Il nous faut donc mettre l'accent sur l'Afrique dès que possible. the Italian government Le gouvernement italien focus on Africa is trying met un accent sur l'Afrique and international en community first of all focus on et cherche à faire mettre l'accent sur l'Afrique par l'Europe et la communauté internationale. Il nous faut investir tout un défi en Afrique de sorte à aider de nombreux pays, pas tous les pays, à fournir les services de base à leur population. L'éducation, la santé, investir dans le développement économique de ces pays pour que la jeune génération africaine ait l'occasion live there d'y vivre chez eux and to have a job and avec un emploi reasonable income. et un revenu acceptable. Nous savons toutefois parfaitement que nombre d'entre eux tâcheront de gagner l'Europe, l'Amérique, l'Australie, les pays développés, là où ils estiment possible d'avoir une vie meilleure. Donc, une approche multidimensionnelle sera nécessaire. Nous croyons, et dans la proposition sur la migration que nous avons soumise à l'attention de la Commission de l'Europe, souligne la nécessité de fournir des quotas légaux pour une migration économique. En effet, à notre avis, s'il faut coopérer avec un pays d'Afrique, disons, là, pour prévenir la migration illégale, par exemple, par rapport aux gens qui arrivent en Europe sans le droit de le faire, il faut leur proposer quand même une solution de rechange. Et cette solution de rechange, c'est qu'un nombre d'entre eux pourrait demander la résidence en Europe pour une raison, pour motif juridique, sur une base juridique, après un certain apprentissage des langues ou autres. Et ensuite, ils pourront joindre l'Europe pour chercher un emploi. On peut venir en Europe maintenant, tout à fait légalement, si on a déjà un emploi. Bon, quelqu'un vous appelle en disant « Je t'offre un poste, viens travailler pour moi ». Sinon, ça ne fonctionne pas. Bon. La dimension multiculturelle que vous avez invoquée à l'Union européenne, nous menons une assez vaste discussion sur le meilleur modèle pour l'intégration. L'assimilation, société multiculturelle, etc. Le Canada, par ailleurs, est un modèle en la matière. La distance, vous savez, aide beaucoup. Bon, la distance à partir de l'Afrique ou de l'Asie. Quand on arrive sur nos terres, on demeure ici. Si de la Libye, on arrive en Sicile ou du Maroc ou de l'Algérie, on arrive en France, disons, par exemple, dans notre esprit, notre pays, c'est le pays d'origine, il n'est pas loin. C'est alors plus difficile de demander une plus forte assimilation, mais nous savons parfaitement qu'il nous faut trouver la meilleure façon d'intégrer ces migrants dans l'Europe et notamment dans les valeurs européennes, ce qui signifie la règle de droit, la démocratie, la liberté de parole, l'égalité entre les deux sexes, le respect
pour l'orientation sexuelle et autres valeurs que nous connaissons bien. Malheureusement, jusqu'à ce jour, cela pose défi. Toutefois, il nous faut éviter, même après ces attaques terroristes faites au nom d'Allah, nous devons, dis-je, empêcher l'opinion publique européenne de faire porter le blâme sur tous les musulmans en Europe à cause de l'attaque des terroristes. C'est exactement ce que veulent ces terroristes. Avoir deux Europes, une musulmane, une autre non, et eux veulent être, bien sûr, le modèle de cette Europe musulmane. Nous travaillons au contraire à donner la citoyenneté européenne entière aux musulmans qui viennent chez nous, en se rappelant qu'en Europe, au XVIe et au XVIIe siècle, nous avons eu des guerres de religion absolument terribles. Rappelons-nous notre propre histoire avant de jeter la pierre à d'autres. Soyons prudents. Et il nous faut aussi faire attention au sujet de l'intégration et le multiculturalisme. Nous avons eu des terroristes en Europe, les Italiens, les brigades terroriste, qui tuaient des Italiens, politiciens notamment, dirigeants syndicaux, magistrats. Et maintenant, nous avons des gens nés en Europe, Bruxelles, Paris ou autres, qui tuent des gens de ces mêmes pays, Paris, Bruxelles, etc. Donc, il nous faut être économe dans notre combat contre le terrorisme et pas combattre une religion ou un peuple. Merci beaucoup. D'autres questions de l'Assemblée? Je ne pose jamais de questions, dit M. Lebel. Mais avec un invité comme vous, je ne peux m'en empêcher. Laissez-moi vous amener à regarder par exemple. Vous avez parlé le rôle de l'Union à fournir l'aide internationale au développement. Au cours de ces 2 dernières années, nous avons vu certains mouvements de fonds qui reviennent au niveau national. Ce n'est pas nécessairement la réduction de l'aide, mais pour satisfaire les besoins de la crise des réfugiés. Bien sûr. Quel est votre point de vue quant à l'avenir de cela? Vous disiez dans votre propos, et je suis pleinement d'accord, qu'il nous faut regarder le problème à la source et pas seulement le problème des gens qui arrivent sur nos rives. Et l'un des aspects du développement international, un des constats qu'on a fait, c'est que l'argent va être réduit par l'aide internationale à cause des problèmes internes. Le programme ou le développement international sera mis de côté. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à ceci. Croyez-vous que les Britanniques, avec ce référendum Brexit, comme on dit, sont-ils trop avares ou peu trop rusés par leur propre bien? Et c'est un jeu haut risque, une espèce de chantage qui ne fera qu'affaiblir l'Union européenne, mais peut même mener à la désintégration du Royaume dit uni, à l'Écosse, mais aussi l'Irlande, qui cette année célèbre 100 ans d'existence du soulèvement irlandais. Et c'est peut-être par ces balbutiements et ces difficultés que l'Irlande s'en trouvera réunie comme corollaire secondaire et accidentel de tout ce fatras. Je vais prendre cette question-là et vous dans une autre ronde. Merci, Monsieur le Sénateur, de partager vos réflexions avec nous. J'ai une question touchant le fait que la Libye est un libre passage pour les réfugiés avant. Le changement de régime en Libye, la Libye était un pays extrêmement stable. Il en va de même suite à d'autres changements de régime ayant eu lieu, notamment en Afrique. Là. Est-ce là
cause profonde pour l'immigration de masse vers l'Europe? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Antérieurement, ces réfugiés économiques qui arrivaient vers l'Union européenne, mais après ces changements de régime, qui sont arrivés récemment, et que la crise de la Libye est devenue pire. Bon, vous avez aussi dit que vous aviez un projet pour améliorer les occasions d'investissement dans l'Afrique sous-saharienne et aussi d'établir un système pour encourager une certaine migration légale et sur une migration économique. Maintenant, avec ce Centre mondial de la finance qu'est Londres, notamment, alors avec les prêts, là, beaucoup de commerce international, de prêts étrangers, etc., si la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, qu'arrivera-t-il à votre projet? Est-ce que vous allez pouvoir continuer à encourager la migration économique légale? Eh bien, bon, quant à l'avenir, ou de l'argent supplémentaire qu'il faut pour sécuriser les pays par rapport à l'aide étrangère. Alors, le lien entre la migration et les programmes au pays, l'un de ces liens, c'est la question de la démographie. C'est pas très populaire de mentionner cela dans les États membres quand on parle d'électorat. Mais le Conseil américain a comme dit la vérité. Nous, les besoins européens, nous avons besoin de migrants à l'Europe à l'avenir simplement pour maintenir le niveau de la population qu'on a, le taux de natalité ici bas. Alors, ce n'est pas si facile et si populaire, si on veut se faire élire demain matin, de parler dans ce sens. Mais nous devons reconnaître que nous avons besoin de ces ressources humaines. La migration constitue une ressource pour l'avenir. Et pourquoi je vous dis cela? Eh bien, il nous faut considérer une immigration légale, réglementée bien sûr, et l'investissement de l'Union européenne si nous ne voulons pas voir ça simplement comme une menace pour l'Europe, mais une source, un investissement pour l'avenir et pour la prospérité future de l'Europe, la migration et l'investissement. Donc, il faut y investir l'argent. C'est pour ça que nous disons dans notre proposition sur la migration que une option, c'est d'avoir des obligations et d'émettre des obligations à la grandeur de l'Europe pour financer ces choses-là, parce que c'est un investissement pour l'avenir de l'Europe. Donc, ça, c'est une proposition qui a été mise de l'avant. Quelqu'un d'autre, l'Allemagne, a aussi proposé une petite taxe. C'est dit benzine. Bon, comment se dit? C'est le carburant. Et l'approche proposée est d'avoir une émission d'obligations au niveau de l'Europe entière, de l'Union européenne, pour avoir de l'argent qui serait voué aux politiques de migration. Et, à mon avis, cela répondrait à la question de ces problèmes liés à la migration. Bien sûr, à court terme, il y a un problème de sécurité, ou ça paraît être un problème de sécurité. Il nous faut quand même répondre à ce niveau-là, et aussi aux craintes de nos citoyens qui voient là une menace, notamment pour la migration non réglementée. Mais ça pourrait être un investissement porteur. Il nous faut donc trouver l'argent, quitte à l'emprunter, pour investir dans l'avenir. Oui, la question porte à controverse, bien sûr. Nous ne sommes pas prêts à discuter. Bon, on est prêts. C'est pas tous qui le veulent, là. Pas tous sont prêts à discuter de cette idée d'une obligation européenne
à grandeur de l'Union européenne, mais la discussion commence à attirer de l'attention et la Commission de l'Europe, donc son président a envoyé une lettre au Premier ministre, M. Renzi, dans le cas d'Italie, spécifiant que notre proposition constitue une bonne base de discussion et des obligations de migration de l'Europe sont à discuter au niveau du Conseil de l'Europe. Bon, l'impact du Brexit sur l'Irlande. Je suis confiant qu'au bout du compte, le Royaume-Uni, les électeurs vont prendre la bonne décision, et cela purement de façon égoïste, et demeurer donc dans l'Union européenne. Ils vont voter pour y demeurer. Donc, pour les 20 années à venir, on peut arrêter de parler du Brexit. Mais la paix dans le nord de l'Irlande, bien sûr, eh bien, c'est grâce aux efforts de l'ancienne communauté internationale, des États-Unis d'Amérique, des efforts de Bill Clinton. Ça, c'est une réalisation qui a été rendue possible grâce à l'Union européenne, parce que la frontière entre le nord de l'Irlande et l'Irlande n'est plus une véritable frontière. Ce n'est qu'un indice à l'intérieur de l'Union européenne. Mais l'Irlande du Nord et du Sud partagent une citoyenneté de l'Union européenne. Qu'arrivera-t-il après Brexit, le retrait de la Grande-Bretagne? Encore une fois, la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord redeviendra une frontière, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union européenne. Alors ça, c'est une raison de plus pour que les électeurs du Royaume-Uni votent pour rester dans l'Union européenne. Le changement de régime en Libye, bon, un fonctionnaire des États-Unis, je ne me souviens plus qui, a dit on était intervenu en Irak, on a envoyé des soldats en Irak et ça a été un échec complet. On a fait des frappes en Libye, on n'a pas envoyé de soldats sur le terrain et ça a été un échec total. En Syrie, nous ne sommes pas intervenus au début avec des frappes aériennes. Nous n'avons pas envoyé de troupes et ça a été un échec total. Des situations différentes, mais c'est quand même difficile, comme vous voyez, à évaluer. Mais ce qu'on comprend d'après notre expérience en Libye, c'est qu'il nous faut d'abord renforcer la capacité du peuple libyen. Et les efforts qui ont réussi jusqu'à maintenant en Libye visaient à aider la population libyenne à constituer leur propre gouvernement. Bien sûr, avec l'aide de la communauté internationale, mais il faut qu'on ait un gouvernement qui soit accepté par la population libyenne, ce que l'on a dans une certaine mesure maintenant. Si l'ancienne autorité parlementaire décide d'appuyer le gouvernement de Tourouk, il est important de montrer au public, à l'opinion publique de Libye, que c'est leur gouvernement. À l'avenir, probablement que le gouvernement demandera à l'Italie, à la communauté internationale, à l'Union européenne, demandera de l'aide pour lutter contre Daesh, contre le trafic des êtres humains. Mais ils doivent tout d'abord se faire reconnaître par la population libyenne comme étant leur propre gouvernement. On a peut-être le temps pour une autre ronde de questions. Merci. Edward Atraji,
ingénieur en aérospatial. Je suis d'accord avec vous sur une chose seulement, c'est-à-dire que l'Union européenne doit être appuyée, doit être sauvegardée et soutenue et devrait aussi inclure la Russie. Mais là n'est pas ma question. Voyez-vous, le terrorisme a changé les règles le jeu, donc les règles doivent changer. Et je me demandais, est-ce que vous penseriez que l'on boycotte complètement le pétrole musulman, surtout le pétrole musulman arabe, en Europe, en Occident et en Russie, jusqu'à ce que ces pays perturbés croient que la liberté est la chose la plus précieuse de la vie, la liberté de choisir son partenaire, de choisir sa religion et de s'exprimer librement. Sinon, nous n'accepterons aucun pétrole arabe ni aucun autre produit qui soit fabriqué ou acheminé avec ce pétrole. Est-ce que ça pourrait changer les choses? Monsieur Cornado, ambassadeur d'Italie à Ottawa. Moi, j'ai beaucoup d'expérience ici au Canada. J'aimerais vous demander, monsieur le sénateur, en 1995, lors du référendum sur la souveraineté du Québec, il y a eu une déclaration faite par le président Clinton d'alors que les États-Unis voudraient continuer de collaborer avec nous au Canada. En même temps, il y a eu un événement la veille du référendum. Plus de 100 000 citoyens canadiens se sont rendus à Montréal pour manifester leur amour envers le Québec et la Fédération du Canada et pour inviter les Québécois à voter contre la souveraineté, contre la séparation. Alors, ma question est bien simple. Pensez-vous que ce que le président Obama va dire au Royaume-Uni au sujet de l'Union européenne pourrait encourager les Britanniques à voter contre le retrait de la Colombie-Britannique? Pensez-vous que si les résidents de l'Europe allaient au Royaume-Uni de partout, de Paris, de Madrid, de partout, pour démontrer leur amour pour le Royaume-Uni, pourrait aider à la cause du Royaume-Uni et l'encourager à rester dans l'Union européenne? Elliot Tapper, Université Carleton. On a entendu vraiment de belles idées plutôt intrigantes depuis quelque temps, surtout cette question des obligations de la Banque centrale. Quoi qu'il en soit, là n'est pas ma question. La dernière chose que vous avez dit, deux choses. D'abord, on ne peut pas revenir en arrière. L'Europe ne peut pas revenir à l'époque de vos parents. Et on sait ce que c'était. Je pense qu'on est devenu complaisant. On a accepté une Europe qui soit un siège de paix et de prospérité plutôt que de guerre. Mais avant, vous avez dit, et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est que vous avez bon espoir que l'Europe restera unie. Et un peu plus tôt, toutefois, vous aviez dit que le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne allait probablement changer l'Europe si les conditions étaient acceptées. Alors, je me demande, quel est le fondement de votre optimisme, croyant que l'Europe restera unie, vu l'ampleur des défis? Et est-ce que ce sera la même Europe si l'Europe compte toujours le Royaume-Uni comme membre? Merci. Encore une dernière question? Non? Alors, sinon, je pense qu'on a amplement de matériel pour vous. Pour une dernière ronde de réponses. Je vais commencer par la dernière question. Moi, je suis optimiste probablement parce que j'ai peur. Et je pense que plusieurs personnes en Europe auront peur, craindront la possibilité de voir l'Union européenne exploser. Et
la crise économique compte pour beaucoup, bien sûr. Sans cette crise, nous n'aurions probablement pas cette discussion qui n'a aucune base vraiment rationnelle. Il y a des pays de l'Est de l'Europe qui ont recouvré leur liberté, leur démocratie, plus ou moins grâce à l'Union européenne, qui reçoivent beaucoup d'argent des contribuables de l'Union, parce que dans l'Union européenne, les nouveaux accédants de pays dont le revenu moyen est supérieur à la moyenne, l'Union européenne prévoit des fonds pour la remise en état et donc ils reçoivent beaucoup d'argent de l'Union européenne, ces pays. Ils bénéficient amplement d'un seul marché, mais ils s'objectent parfois à l'Union européenne. Mais quand on arrivera à la dernière étape, là, moi, j'ai confiance qu'on se demandera sérieusement ce qu'on est en train de faire. On verra ce qui arrivera, par exemple, en France, à l'élection présidentielle de la France. Ça pourrait, encore une fois, changer l'ordre des choses. Si le Front national devait remporter l'élection, parce que jusqu'à maintenant, le Front national parle de l'avenir de l'Union européenne et dit des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais on verra bien ce qui arrivera. Alors, c'est vrai que je suis préoccupée en pensant à l'avenir, mais je suis quand même optimiste. Les deux ne sont pas en opposition parce que j'ai peur, c'est vrai, mais je pense qu'il y a amplement de raisons pour croire que l'Union survivra. Et Brexit aussi, de même que l'avenir de l'Union européenne. En même temps, on se demande comment s'intégrer alors que l'Union européenne, politiquement parlant, est menacée. Et on se demande comment avoir une politique unique sur la migration. Si on réussit, ce sera déjà une grande réalisation pour la sécurité de chaque citoyen européen, en Allemagne, en France et en Angleterre. C'est une situation qui n'est pas facile, mais j'ai encore confiance. Pas seulement parce que je me dois d'avoir confiance, mais parce que je pense que, au final, l'équilibre se fera, même avec la Grande-Bretagne. Puis, pour revenir à la question de l'ambassadeur, j'espère qu'Obama dira la vérité. Et la vérité, c'est, je l'imagine en tout cas, que dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique, il faudrait avoir une Union européenne encore plus forte comme partenaire sur les enjeux internationaux. Il est préférable d'avoir une Union européenne plus forte que trop compliquée, que d'avoir 28 États membres grands ou moins grands qui travaillent chacun dans une direction différente. Et sur le plan économique,
Là encore, au final, il est préférable pour l'économie américaine d'avoir un partenaire solide appelé l'Union européenne avec qui négocier des accords de libre-échange. C'est plus compliqué, bien sûr, avec l'Union européenne parce que c'est plus ou moins sur un pied d'égalité, mais c'est quand même beaucoup plus utile pour les États-Unis d'Amérique. Et je pense qu'une fois que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, ce serait dans l'intérêt des États-Unis de manifester son engagement envers l'Union européenne, même sans la Grande-Bretagne. Et ça, je pense que c'est une raison de plus pour laquelle la relation avec les États-Unis fera comprendre à la Grande-Bretagne qu'il vaut la peine de rester dans l'Union européenne. L'influence de l'Union européenne. Le Royaume-Uni est un allié très proche des États-Unis. Son influence est plus forte à l'intérieur de l'Union européenne qu'à elle seule. Alors, probablement, Monsieur l'ambassadeur, qu'il serait utile si les citoyens européens ordinaires de Paris, de Berlin, de Barcelone, de Madrid pouvaient démontrer leur amour envers les Britanniques pour les convaincre de rester, mais probablement pas les politiciens. Parce que c'est trop facile pour M. Farage de dire les politiciens français, italiens veulent donner des ordres aux électeurs du Royaume-Uni, ce qui n'est pas le cas, mais voilà la raison. Je pense que les politiciens européens ne doivent pas s'ingérer dans cette élection, mais il faut parler de ce qui pourrait arriver après le retrait de la Grande-Bretagne. Par exemple, je pense que l'accès à un marché unique pour le Royaume-Uni après le retrait du Royaume-Uni serait très difficile. À ce moment-là, il faudra renégocier une nouvelle entente avec le Royaume-Uni. Mais d'ici là, bien sûr, ce serait très difficile de maintenir, de continuer de faire affaire comme à l'habitude. Les Britanniques doivent comprendre que les affaires, si la Grande-Bretagne se retire, est une fausse promesse.